Nous avions décidé, Thomas et moi, de partir en quête de tranquillité, loin des bruits incessants de la ville et des responsabilités écrasantes du quotidien. Notre choix s'était arrêté sur un petit village niché dans les montagnes, un lieu que peu de gens semblaient connaître, et encore moins visiter. Sur les cartes, il n'était qu'un point minuscule, presque insignifiant, entouré par une mer de forêts denses et de vallées profondes. C'était parfait. Le chemin pour y arriver était sinueux, bordé de falaises abruptes et de pins qui semblaient s'étirer vers le ciel comme des silhouettes spectrales. Plus nous approchions, plus une étrange sensation pesait sur moi, comme si quelque chose d'invisible nous observait. Mais je n'ai rien dit à Thomas. Il semblait si enthousiaste à l'idée de cette escapade que je ne voulais pas gâcher son humeur. Nous sommes arrivés en début d'après-midi. Dès que nous avons franchi la première rangée de maisons, une impression de malaise m'a envahi. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de 2 ou 3 silhouettes furtives qui se hâtaient de rentrer chez elles, leurs bras chargés de sacs ou de bois. Ce qui m'a frappé, c'étaient les fenêtres. Tout était fermé, barricadé de l'intérieur avec des planches ou des tissus épais, comme pour empêcher quelque chose d'entrer ou de sortir. C'est étrange, non, ai-je murmuré à Thomas, en regardant autour de nous. Il haussa les épaules, affichant son sourire habituel. Ce sont peut-être juste des vieilles habitudes. Tu sais, les gens d'ici doivent être très conservateurs. Nous avons continué à marcher, et plus nous progressions, plus le silence devenait oppressant. Il n'y avait pas de rire d'enfant, pas de chien qui aboyait, pas de bruit de vie. Juste ce silence, et le vent qui faisait grincer les vieilles enseignes accrochées aux façades. Un vieil homme assis sur un banc près d'un puits nous a interpellés lorsque nous sommes passés devant lui. Sa voix était rauque, presque cassée, comme s'il n'avait pas parlé depuis des années. « Vous devriez repartir avant la tombée de la nuit », a-t-il dit, sans nous regarder directement. Thomas a éclaté de rire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. « Pourquoi » ai-je demandé, bien que ma voix tremblât légèrement. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai remarqué pour la première fois qu'ils étaient d'un gris délavé, presque mort. La nuit, ce n'est pas sûr ici. Puis, sans attendre de réponse, il s'est levé lentement et s'est éloigné en boitant, disparaissant derrière une porte qu'il referma rapidement. Thomas a haussé les épaules à nouveau, mais je pouvais voir qu'il était aussi troublé que moi, même s'il ne voulait pas l'admettre. Malgré tout, nous avons continué, persuadés qu'il ne s'agissait que de superstitions de villageois isolés. Ce n'est qu'en entrant dans la petite auberge où nous avions prévu de passer la nuit que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas ici. La nuit tombait rapidement sur le village, plus vite que je ne l'aurais imaginé. Depuis les fenêtres poussiéreuses de notre chambre à l'auberge, j'observais le ciel se teinter de rouge profond avant de sombrer dans un noir d'encre. L'obscurité ici semblait différente, plus épaisse, presque tangible. Il n'y avait aucun lampadaire dans les rues, aucune lumière ne filtrait des maisons. Tout était plongé dans une obscurité oppressante. Thomas s'était allongé sur le lit grinçant, feuilletant un vieux guide qu'il avait trouvé à l'accueil. « On dirait que tout le village est endormi », a-t-il dit avec un rire léger, mais je pouvais entendre une pointe de nervosité dans sa voix. Je me tenais près de la fenêtre, incapable de détourner le regard. À travers une petite fente entre les rideaux usés, je scrutais la rue vide. Tout était immobile, comme si le temps s'était arrêté. Puis, sans prévenir, un son brisa le silence, un cri étouffé, lointain, mais terriblement angoissant. « Tu as entendu ça » demandai-je, la voix tremblante. Thomas se redressa, tendant l'oreille. Un autre cri retentit, plus proche cette fois, suivi de ce qui ressemblait à des coups rapides et irréguliers. Comme si quelqu'un frappait désespérément contre une porte. « C'est peut-être un animal, ou quelqu'un qui a besoin d'aide » murmura Thomas, visiblement mal à l'aise. Je secouai la tête. « Non, ça ne ressemble pas à un animal. Écoute encore. » Le silence était revenu, mais il était plus lourd, presque assourdissant. Puis, je les vis, des ombres mouvantes dans la rue. Elles étaient floues, indistinctes, comme si elles ondulaient dans l'air. Une d'elles s'arrêta devant une maison, restant immobile pendant de longues secondes, avant de disparaître soudainement dans un mouvement saccadé. « Thomas, viens voir » chuchotai-je, le cœur battant à tout rompre. Il s'approcha à contre-cœur et jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Mais c'est quoi ça » murmura-t-il, incrédule. Avant que je ne puisse répondre, un nouveau bruit retentit, plus proche encore. C'était comme des griffes raclant le bois, un son qui venait de la porte de l'auberge. Mon sang se glaça. La propriétaire de l'auberge, une femme âgée qui avait à peine prononcé un mot depuis notre arrivée, fit irruption dans le couloir. À travers la porte entrebâillée, je la vis clouer une planche supplémentaire sur la porte d'entrée, ses mains tremblant visiblement. « Restez dans votre chambre et ne regardez pas dehors »
cria-t-elle d'une voix presque hystérique avant de claquer la porte derrière elle. Thomas et moi nous regardâmes, pétrifiés. À cet instant, j'ai compris que quelque chose rôdait dehors, quelque chose qui ne devait absolument pas nous voir. Le lendemain matin, une lumière grise et morne pénétrait faiblement dans la chambre à travers les rideaux épais. J'avais à peine dormi. Toute la nuit, des bruits étranges avaient résonné autour de l'auberge, des coups sourds, des grattements incessants, et ces cris lointains qui hantaient encore mon esprit. Thomas, lui, semblait avoir réussi à fermer l'œil, bien que son sommeil ait été agité. En descendant dans la salle commune, nous trouvâmes la propriétaire en train de balayer nerveusement le sol. Elle ne nous adressa qu'un bref regard, ses yeux cernés et rouges trahissant une nuit sans repos. Que s'est-il passé cette nuit? Osai-je demander, brisant le silence pesant. Elle hésita, fixant le sol comme si elle cherchait ses mots. Vous devriez partir? Aujourd'hui, avant la tombée de la nuit, dit-elle finalement, sa voix basse et pressée. Mais pourquoi? Insista Thomas, agacé. Ces bruits, ces ombres, c'est quoi? Au juste. Avant qu'elle ne puisse répondre, un jeune homme entra précipitamment dans la pièce, ses vêtements couverts de terre et son visage marqué par la peur. Il nous jeta un regard inquiet avant de murmurer quelque chose à la propriétaire, trop bas pour que nous puissions l'entendre. Intrigués, nous suivîmes le jeune homme à l'extérieur lorsqu'il repartit. Il semblait hésitant mais finit par nous parler après que Thomas l'ait interrogé avec insistance. « Vous ne devriez pas être ici » commença-t-il, ses yeux fixant le sol. « Ce village, il est maudit. Depuis des générations. » Maudit, répétai-je, le cœur serré. Il hocha la tête. Il y a longtemps, les anciens du village ont tenté de se protéger contre une menace qu'ils ne comprenaient pas. Un culte s'était formé, et ils ont essayé d'invoquer quelque chose, ou peut-être de le contrôler. Mais ça a mal tourné. Très mal. Il s'arrêta un instant, le regard perdu dans le vide, avant de poursuivre. Depuis, une présence hante le village. La nuit, elle parcourt les rues, cherchant à s'emparer de ceux qui osent la regarder ou sortir. Les fenêtres sont scellées pour une raison. Elle protège ceux qui restent à l'intérieur. Mais si vous êtes vu... Sa voix s'étrangla, et il secoua la tête. Il est déjà trop tard pour vous. Vous avez passé une nuit ici. Vous devez partir avant qu'elle ne vous marque. La marquer, répétai-je, paniqué. Mais il ne répondit pas. Il recula d'un pas, comme si s'approcher davantage de nous représentait un danger, puis il disparut dans une ruelle étroite. Le reste de la journée fut empreint de tension. Chaque habitant que nous croisâmes détourna le regard ou marmonna des avertissements similaires. Partez, avant qu'il ne fasse nuit. Mais malgré la peur qui grandissait en moi, Thomas refusa d'abandonner. Ce ne sont que des superstitions. Ils se sont montés la tête avec une vieille légende. Ce soir, on va découvrir ce qui se passe vraiment ici. Ces mots résonnaient avec une fausse assurance. Mais au fond de moi, je savais qu'ils se trompaient. La nuit tomba comme un couperet, plongeant le village dans une obscurité presque palpable. Les habitants, comme la veille, s'étaient enfermés dans leur maison bien avant que le soleil ne disparaisse à l'horizon. Nous, en revanche, étions restés dans notre chambre à l'auberge, mais l'atmosphère y était différente, plus oppressante. Je fixais la porte, incapable de me détendre. Chaque grincement de bois, chaque souffle du vent semblait amplifié, comme si le silence rendait chaque son plus menaçant. Thomas, fidèle à lui-même, tentait de masquer son inquiétude en faisant des allers-retours dans la pièce. « On ne peut pas rester là sans rien faire » déclara-t-il finalement. Avant que je ne puisse protester, il ouvrit un tiroir et en sortit une vieille lampe torche qu'il avait trouvée plus tôt dans un coin de l'auberge. Si on veut comprendre ce qui se passe, il faut voir par nous-mêmes. C'est une folie, Thomas. Tu as entendu ce qu'ils ont dit. Personne ne sort la nuit. Mais il ne m'écouta pas. Et moi, terrifié à l'idée de rester seul, je n'eus d'autre choix que de le suivre. Nous descendîmes l'escalier en silence, la lumière tremblante de la torche projetant des ombres vacillantes sur les murs. La salle commune de l'auberge était déserte, mais quelque chose me semblait différent. Un froid glacial s'était installé, bien plus mordant que ce que l'on aurait pu attendre d'une nuit en montagne. Quand nous ouvrîmes la porte d'entrée, un frisson parcourut mon échine. Une brume dense s'était levée, enveloppant le village d'un voile spectral. Les maisons, avec leurs fenêtres barricadées, ressemblaient à des tombes silencieuses. « Viens » murmura Thomas, avançant prudemment dans la rue principale. À peine avions-nous fait quelques pas que les bruits commencèrent. D'abord faibles, comme des chuchotements indistincts portés par le vent. Puis, plus clairs, des grattements contre le bois, des coups sourds, et enfin, des pas. « Tu entends ça » murmurai-je, la voix tremblante. Thomas hocha la tête, son assurance vacillant. Nous nous immobilisâmes,
éteignant la lampe torche pour ne pas attirer l'attention. Dans la brume, des silhouettes commencèrent à apparaître. Elles étaient nombreuses, leurs formes floues, presque liquides, se mouvant d'une manière saccadée et inhumaine. Certaines semblaient ramper, d'autres titubaient comme si elles portaient un fardeau invisible. Nous reculâmes instinctivement, mais le bruit d'un grincement derrière nous fit nous retourner brusquement. Une ombre plus grande, plus menaçante, se détachait dans la nuit, avançant lentement dans notre direction. Elle n'avait pas de visage discernable, seulement une noirceur qui semblait aspirer la lumière elle-même. « Rentrons. Maintenant » souffla Thomas, sa voix à peine audible. Nous courûmes vers l'auberge, le souffle court, mais lorsque nous atteignîmes la porte, elle était fermée. Pas simplement verrouillée, clouée de l'intérieur. « Ce n'est pas possible, elle était ouverte il y a 1 minute, balbutiai-je, tirant désespérément sur la poignée. Derrière nous, les bruits s'intensifiaient. Les silhouettes s'approchaient, leurs mouvements désordonnés devenant de plus en plus rapides. Thomas attrapa ma main, et nous nous mîmes à courir à travers les rues étroites, sans savoir où aller, avec pour seule certitude que nous ne devions pas nous arrêter. Les cris commencèrent à résonner dans la nuit, des hurlements gutturaux et inhumains, comme si le village tout entier se réveillait dans une agonie collective. Je sentais leur présence tout autour de nous, des ombres surgissant des coins les plus sombres, leurs formes distordues par la brume. Finalement, nous trouvâmes refuge dans une grange délabrée à l'extérieur du village. Essoufflés et terrifiés, nous bloquâmes la porte avec tout ce que nous pûmes trouver. Mais même là, le grattement commença bientôt. Ce n'était plus qu'une question de temps. Le grattement contre la porte de la grange s'intensifiait, comme si des dizaines de mains griffaient le bois d'un seul coup. Thomas et moi étions recroquevillés dans un coin, la poitrine serrée par une peur viscérale. Nous avions empilé tout ce qui nous tombait sous la main contre l'entrée de planches pourries, outils abandonnés, mais le bruit semblait se rapprocher, comme si les murs eux-mêmes allaient céder. « On est foutus » murmurai-je, la gorge nouée, incapable de retenir mes larmes. Thomas secoua la tête, bien que son visage trahisse une panique incontrôlable. « Non, on va s'en sortir. Il faut qu'on trouve une sortie. » Mais où? La grange n'avait qu'une seule porte, et les fenêtres étaient trop petites pour que nous puissions nous y glisser. Les ombres dehors se faisaient de plus en plus pressantes. Entre les interstices des planches, je pouvais voir leurs formes se tordre et onduler, leurs mouvements impossibles défiant toute logique. Puis, soudain, le grattement cessa. Un silence absolu s'installa, si oppressant que je crus que mes propres battements de cœur allaient le briser. Thomas et moi nous regardâmes, figés, osant à peine respirer. « Peut-être qu'ils sont partis » murmura-t-il, mais à cet instant précis, un coup retentit, résonnant dans tout l'espace comme un tonnerre. La porte vibra sous l'impact, et quelque chose, ou quelqu'un, murmura de l'autre côté. Ce n'étaient pas des mots. C'était un mélange de sons gutturaux et sifflants, comme si plusieurs voix se superposaient en une cacophonie incompréhensible. « On doit bouger. Maintenant » cria Thomas, me tirant par le bras. Nous courûmes vers l'arrière de la grange, là où un petit espace semblait mener vers une trappe oubliée. Avec une force désespérée, Thomas l'ouvrit, révélant un tunnel étroit et sombre. « Vas-y » dit-il, me poussant à l'intérieur. Je rampais dans le passage étroit, le cœur battant à tout rompre, tandis que les coups derrière nous devenaient frénétiques. Thomas me suivit de près, refermant la trappe derrière lui. Le tunnel semblait interminable, chaque mètre parcouru m'emplissant d'un espoir fragile, mais aussi d'une angoisse grandissante. Finalement, nous débouchâmes à l'air libre, quelque part en dehors du village. La brume enveloppait encore la montagne, mais les ombres avaient disparu, remplacées par le calme pesant de l'aube naissante. Nous restâmes là, à haleter, tremblants et couverts de saleté, avant de trouver la force de descendre la pente pour rejoindre la route principale. Nous ne nous retournâmes pas une seule fois. Des heures plus tard, nous atteignîmes enfin un petit hameau. Les habitants, bien que méfiants au début, nous offrirent de l'eau et un endroit pour nous reposer. Lorsque nous racontâmes ce qui s'était passé, ils échangèrent des regards sombres. Un vieil homme s'approcha, ses mains tremblantes posées sur un bâton. « Vous avez eu de la chance, » dit-il d'une voix rauque. « Peu de gens s'en sortent après être restés une nuit là-bas. »« Mais qu'est-ce que c'était » demandai-je, encore secoué. Il baissa les yeux, comme s'il hésitait à répondre. Ce village n'aurait jamais dû exister. Les anciens ont réveillé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et maintenant, cette chose ne les laisse jamais partir. Thomas et moi échangeâmes un regard terrifié. Nous étions en vie, oui, mais au fond de moi, je savais que quelque chose nous avait suivis. La nuit suivante, alors que nous étions censés être en sécurité, je crus entendre, dans le silence de notre chambre d'hôte, un grattement lointain contre la fenêtre.
Je suis né et j'ai grandi dans un petit village reculé, perdu au milieu de forêts épaisses où le silence de la nuit est seulement interrompu par le souffle du vent ou les bruissements des arbres. Ici, tout semble figé dans le temps, comme si le reste du monde avait oublié notre existence. Une unique route poussiéreuse nous relie au dehors, et cette route traverse une vieille passerelle en bois, grinçante et instable. Cette passerelle, simple en apparence, est devenue le cœur de nos légendes locales et le théâtre de nos cauchemars. On raconte que, la nuit tombée, on peut entendre des pleurs d'enfants venir de la passerelle. Pas un simple écho ou un bruit porté par le vent, non. Ces pleurs résonnent comme un appel, désespéré et incessant. Ils commencent doucement, presque comme un murmure, puis s'amplifient, se brisant en sanglots déchirants qui semblent emplir tout l'espace. Cela fait des années que ces bruits hantent les nuits du village. Mais personne ne sait d'où ils viennent réellement, et surtout, personne n'a jamais eu le courage de s'approcher pour le découvrir. Dans le village, les anciens murmurent des avertissements à ceux qui posent trop de questions. N'approche pas la passerelle une fois la nuit tombée, disent-ils d'une voix grave, presque suppliante. Même les plus sceptiques, ceux qui haussent les épaules face aux légendes, évitent instinctivement de s'y aventurer après le coucher du soleil. C'est comme si une peur viscérale, profondément ancrée en chacun de nous, nous retenait. Mais cette peur, je ne l'ai jamais ressentie. Ou peut-être que je me suis convaincu qu'elle était irrationnelle. À mes yeux, les histoires des anciens étaient des contes pour effrayer les enfants, rien de plus. Je n'avais jamais entendu ces pleurs moi-même, et je me disais que, si je les entendais un jour, j'en découvrirais sûrement une explication logique. Après tout a une explication, n'est-ce pas? C'est ainsi que j'ai commencé à envisager ce que personne dans le village n'avait osé faire. J'allais attendre la nuit, écouter ces fameux pleurs, et peut-être résoudre ce mystère qui pesait sur notre communauté depuis si longtemps. Cette nuit-là, tout semblait calme, presque trop calme. Le ciel était dégagé, les étoiles brillaient d'une lueur pâle au-dessus de moi, comme si elles m'observaient, attendant que je fasse le premier pas. Le village semblait endormi, ses maisons sombres et silencieuses. Tout le monde avait suivi les recommandations des anciens, ne pas s'aventurer près de la passerelle après la tombée de la nuit. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je ne pouvais plus rester à l'écart. J'ai pris ma vieille lampe de poche, qui n'avait pas servi depuis des années, et un petit enregistreur, histoire de capturer les sons. Peut-être qu'en les écoutant à nouveau, je pourrais les analyser, comprendre d'où ils venaient, et enfin convaincre les habitants que tout cela n'était que le fruit de l'imagination collective. Je savais que c'était une décision risquée, mais quelque part, une partie de moi voulait prouver que les légendes n'étaient que des histoires inventées. Le froid de la nuit m'a frappé immédiatement en sortant de chez moi. L'air était humide, chargé de l'odeur de la forêt voisine, et chaque pas semblait résonner dans le silence pesant. Je me suis dirigé vers la passerelle. Au fur et à mesure que je m'approchais, je pouvais sentir l'atmosphère changer. Il y avait une sorte de tension, comme si l'air lui-même devenait plus lourd, plus épais. Le bruit des feuilles sous mes pieds semblait étrangement amplifié, et à chaque mouvement de ma lampe, les ombres dansaient sur les murs des maisons. Quand je suis arrivé devant la passerelle, j'ai fait une pause. Elle se dressait devant moi, ancienne et usée, mais toujours solide malgré les années. Le bois craquait sous le poids du temps, et je pouvais voir des fissures parcourir les planches, comme si elle était prête à s'effondrer. Le bruit des pleurs n'avait pas encore commencé, mais je savais qu'il viendrait. Je suis resté là, à regarder la passerelle, attendant que l'obscurité me réserve sa révélation. Et puis, presque imperceptiblement au début, un faible bruit est arrivé, flottant dans l'air frais de la nuit. Un pleur, lointain, comme un murmure. Je me suis figé. Puis, il s'est intensifié. Des sanglots d'enfants, déchirants et désespérés, résonnant dans la nuit. Je les ai entendus clairement maintenant, si clairement que j'ai cru qu'ils venaient de partout autour de moi. Le son semblait circuler dans l'air, dans les arbres, se mêlant à l'obscurité. La peur a commencé à m'envahir, mais je n'ai pas reculé. Au contraire, je suis allé de l'avant, déterminé à découvrir la vérité. À mesure que je m'avançais sur la passerelle, chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent, comme si le bois craqué sous mes pieds m'avertissait de faire demi-tour. Mais les pleurs continuaient, s'amplifiant à chaque instant, envahissant mon esprit et mon cœur. Les sons semblaient venir de l'intérieur même de la passerelle, comme si les enfants se cachaient sous le vieux bois, attendant d'être libérés. Une tension indescriptible pesait sur mes épaules, mais je n'osais m'arrêter. Il fallait que je comprenne. La lumière de ma lampe tremblait dans mes mains, luttant contre l'obscurité épaisse qui enveloppait la passerelle. Les planches du pont étaient usées, certaines presque disjointes, d'autres déjà manquantes, laissant entrevoir l'abîme en dessous. Le vent soufflait doucement, mais il portait avec lui une sensation de mal-être,
comme si la nature elle-même se refusait à m'aider. Je tentais de calmer ma respiration, chaque souffle se heurtant à la lourdeur du moment. Les pleurs se faisaient plus proches. C'étaient des voix d'enfants, oui, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans leur tonalité. Ce n'étaient pas des pleurs naturels, mais quelque chose de tordu, d'étrange, presque comme un appel désespéré venant de l'au-delà. Je ne pouvais plus dire d'où il venait précisément, il semblait omniprésent. Je jetai un coup d'œil autour de moi, cherchant une forme, une silhouette, mais il n'y avait que l'obscurité. C'était comme si les pleurs eux-mêmes étaient une entité vivante, se mouvant et s'étendant autour de moi. C'est alors que je remarquai quelque chose qui fit froid dans le dos. La passerelle, dans sa vieille structure, semblait bouger. Le bois se courbait sous mon poids, mais plus encore, il semblait vibrer avec l'écho des pleurs. Je me penchai un peu plus près des planches, et là, au niveau du sol, j'aperçus quelque chose de sinistre. Il y avait des marques, des traces, profondes et irrégulières, qui semblaient avoir été gravées récemment dans le bois, comme si quelque chose ou quelqu'un y avait été tiré ou forcé. Les traces formaient un chemin sinueux, menant vers un espace sombre sous le pont, là où la lumière de ma lampe ne pouvait pas atteindre. La peur s'installa dans mon ventre, mais une voix intérieure me poussait à avancer. Ce n'était pas humain, ce n'était pas naturel, mais il fallait que je sache. Je me penchai davantage, tenant fermement la lampe dans ma main. Et c'est là, juste sous la passerelle, que je vis quelque chose bouger dans l'obscurité. Un mouvement étrange, rapide, qui m'échappa avant même que je puisse vraiment l'identifier. J'entendis un bruit, un grincement de bois, suivi de petits rires qui n'étaient pas des rires d'enfants. Ils étaient déformés, grotesques. C'était comme si la réalité elle-même était en train de se déchirer sous mes pieds. C'est à cet instant que tout changea. Les rires déformés cessèrent brusquement, remplacés par un silence lourd, oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Une vague de terreur m'envahit. Je ne pouvais plus bouger, mes jambes étaient figées par la peur, mes yeux rivés sur l'obscurité sous la passerelle. La lumière de ma lampe tremblait furieusement, mais ne parvenait pas à percer l'obscurité dense qui s'étendait devant moi. Puis, dans ce silence, je vis quelque chose se mouvoir lentement. Une forme, mais pas une forme humaine. C'était plus qu'une ombre. Cela ressemblait vaguement à une silhouette d'enfant, mais elle semblait tordue, déformée par une force inconnue. Elle se mouvait avec une grâce contre nature, glissant sur le sol sous la passerelle, ses membres s'étirant dans des angles impossibles. Le bruit qui accompagnait ces mouvements était un frémissement sourd, comme des os brisés se réajustant. Je voulais reculer, fuir, mais mes pieds étaient cloués au sol, comme si une main invisible me retenait. Mes yeux ne pouvaient pas détourner le regard, même si tout en moi hurlait à l'idée d'approcher de cette chose. La créature s'arrêta brusquement et se tourna vers moi. Ses yeux n'étaient pas des yeux d'enfant. Non, ils étaient des puits noirs, sans fond, comme si toute l'âme de l'enfant avait été aspirée, ne laissant que des orbites vides, des trous dans le vide. Et c'est là que je compris. Ces pleurs, ces rires déformés, ce n'étaient pas des enfants qui avaient disparu sous la passerelle. C'était quelque chose de bien pire. Ce n'étaient pas des âmes perdues d'enfants innocents, mais des créatures monstrueuses, nées de la souffrance, de la terreur et des disparitions non expliquées de ceux qui avaient été engloutis par ce lieu. Le monstre, ou ce qui en restait, s'avança lentement, sa forme vacillant entre celle d'un enfant et d'une créature abominable. Ses bras s'étiraient, serpentant vers moi, comme pour m'attraper. Je pouvais entendre une voix qui murmurait, une voix d'enfant, mais déformée, hurlant dans un écho qui n'avait pas de fin. « Viens, viens jouer avec nous. » Je fermai les yeux un instant, une panique totale me submergeant. Mais lorsque je les rouvris, je vis les silhouettes d'autres créatures, d'autres enfants, émerger lentement des ombres sous la passerelle. Elles n'étaient pas humaines. Elles étaient les vestiges de ceux qui avaient disparu dans ce village au fil des années, emprisonnés dans une forme grotesque. J'ai fait un pas en arrière. Et puis un autre. J'ai pris tout ce que mes jambes pouvaient supporter et je me suis précipité hors de la passerelle. Mais alors que je tournais les talons pour fuir, je jurai avoir vu des milliers de petites mains griffues sortir de l'obscurité, tentant d'attraper mes chevilles, mes bras. Tout autour de moi, la terre semblait se refermer, comme si l'endroit entier voulait m'engloutir. Mais je courus, les jambes brûlantes, ne m'arrêtant pas avant d'être loin, bien loin du pont. Quand j'atteignis enfin le village, j'étais essoufflé, couvert de sueur froide. Et alors que je me retournais, croyant entendre des murmures derrière moi, je me rendis compte que, peut-être, je n'avais pas tout à fait échappé à ce que j'avais découvert sous la passerelle. Je n'ai pas trouvé le courage de retourner au village cette nuit-là. J'ai erré dans la forêt, mon esprit pris au piège dans un tourbillon de terreur et d'incompréhension. Les images de ce que j'avais vu sous la passerelle me hantaient,
les visages déformés, les mains griffues qui semblaient m'appeler, m'aspirer. J'ai tenté de rationaliser ce que j'avais vécu, de me convaincre que c'était un simple cauchemar, un produit de l'épuisement et de la peur. Mais une petite voix dans ma tête me disait que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Je suis revenu chez moi au matin, mes vêtements trempés de sueur, mes jambes tremblantes. Je pensais que si je parlais à quelqu'un, si je racontais ce qui m'était arrivé, il me comprendrait. Peut-être qu'il m'aiderait à faire face à la folie de la situation. Mais personne n'a voulu m'écouter. Les anciens, les plus âgés, m'ont regardé avec cette même expression qui me rendait nerveux depuis toujours. Un regard de pitié et de terreur silencieuse. Ils m'ont dit de ne pas en parler, de ne pas chercher à comprendre. C'est au-delà de ta compréhension, m'ont-ils averti. Certains mystères ne doivent pas être résolus. Le lendemain soir, je suis resté chez moi, à l'écart de la passerelle, à l'écart de tout. Mais alors que la nuit s'installait, une étrange sensation m'envahit, comme une pression qui me collait à la peau. J'entendis un bruit, un léger frémissement dans l'air, comme un souffle doux mais lourd. Puis, le son des pleurs. Cette fois, il ne venait pas de la passerelle, non. Il semblait venir de ma propre maison, comme si ces créatures m'avaient suivi, comme si elles attendaient que je les écoute à nouveau. J'ai cherché la source, parcourant chaque pièce, chaque recoin, mais je ne trouvais rien. Pourtant, les pleurs persistaient, comme une mélodie désespérée, qui ne cessait de m'envahir. Je me suis précipité dans ma chambre, fermant la porte derrière moi, pensant qu'elle ne pourrait pas entrer, que j'étais en sécurité. Mais alors, je les entendis, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ma propre tête. Des voix d'enfants, douces mais pleines de malice, chuchotant des mots incompréhensibles. « Reviens, viens jouer avec nous. » À ce moment-là, j'ai compris. J'avais réveillé quelque chose, et maintenant, ce quelque chose ne me laisserait jamais en paix. Je ne sais pas ce qui m'attend, ni si un jour cette terreur s'arrêtera. Mais chaque nuit, je sens leur présence, comme une ombre qui me suit. Le son des pleurs résonne dans mes rêves, et parfois, je crois les voir, sous la passerelle, attendant que je retourne. Peut-être que je n'aurai jamais de réponse, mais je sais une chose, la passerelle ne renferme pas seulement des secrets, elle est un portail. Et il est trop tard pour tourner le dos. Dans ce village oublié, perdu au milieu des collines envahies par la brume, je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler du sanctuaire. Les habitants, rares et silencieux, semblaient vivre dans l'ombre de quelque chose de plus ancien que leurs propres histoires. Les maisons, à moitié écroulées, étaient comme des coquilles abandonnées, leurs murs recouverts de mousse et leurs toits troués par le poids des années. Au centre de ce paysage de désolation se dressait le sanctuaire. Un portail de fer rouillé, couvert de ronces, marquait son entrée. Derrière, on apercevait une structure de pierre noire, à moitié cachée sous une végétation qui semblait vouloir l'avaler tout entière. Pourtant, malgré son état de ruine, le sanctuaire exerçait une fascination étrange, comme s'il nous appelait silencieusement à franchir ses limites interdites. Les villageois parlaient peu, mais quand ils le faisaient, leurs avertissements étaient clairs. Ne traversez jamais le portail à minuit. Le vieil homme qui tenait l'unique café du village nous l'a répété plusieurs fois, son regard fuyant comme s'il redoutait même d'évoquer le sujet. Il a murmuré des histoires de disparition, d'étranges lumières dans la nuit, et d'un silence si oppressant qu'il semblait écraser l'âme de ceux qui s'approchaient trop près. Les détails étaient vagues, presque trop effrayants pour être vrais. Mais il y avait quelque chose dans leur manière de parler, une peur authentique, une gravité dans leur voix qui m'a fait frissonner. On aurait dit que ce sanctuaire n'était pas seulement une relique du passé, mais un gouffre vivant, un lieu où les lois du monde semblaient vaciller. Et pourtant, malgré tous les avertissements, quelque chose en moi brûlait d'envie de le voir de plus près. Quand nous sommes arrivés au sanctuaire, la nuit tombait lentement, enveloppant le village d'une obscurité pesante. Nous étions 5, tous animés par ce mélange d'excitation et de défi qui pousse les gens à ignorer les avertissements. La route qui menait au portail était étroite, bordée d'arbres noueux dont les branches formaient des ombres étranges sur le sol. Chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant, comme si le village entier retenait son souffle. Le portail lui-même était encore plus sinistre de près. Les ronces s'y enroulaient comme des serpents, et des morceaux de fer rouillé semblaient prêts à se briser au moindre contact. L'un de mes amis, Julien, a plaisanté pour détendre l'atmosphère. Alors, on parie combien qu'il n'y a rien derrière, juste une vieille ruine pleine de rats, personne n'a ri. Le poids de l'endroit, ou peut-être celui des histoires que nous avions entendues, pesait sur nous. Pourtant, malgré l'inquiétude qui grandissait dans nos regards, personne n'a suggéré de faire demi-tour. On entre à minuit, c'est ça le plan, non?
a insisté Clara, l'une des plus intrépides du groupe. Le temps s'écoulait lentement. Assis sur des pierres froides à quelques mètres du portail, nous attendions que l'heure arrive. L'air semblait se refroidir de minute en minute, et un silence étrange régnait, pas de vent, pas de bruit d'insectes, rien. À minuit pile, Julien a sorti une lampe torche et s'est levé, un sourire nerveux sur le visage. « Allez, c'est maintenant ou jamais. » Sans attendre, il a poussé le portail qui, contre toute attente, s'est ouvert avec un grincement strident. Une odeur étrange s'en est échappée, un mélange de terre humide et de quelque chose de métallique, presque comme du sang. Nous avons franchi le seuil, un par un, et dès que nous étions à l'intérieur, j'ai senti une tension étrange, comme si l'air lui-même devenait plus lourd. Le sanctuaire nous surplombait, imposant malgré son état de ruine. Clara a pointé sa lampe vers une inscription gravée sur la pierre. Des symboles que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient vibrer sous la lumière. C'est à ce moment-là que tout a commencé. À l'instant où nous avons pénétré plus profondément dans le sanctuaire, l'atmosphère a changé de manière subtile mais terrifiante. L'air semblait devenir plus dense, comme si quelque chose d'invisible pesait sur nos épaules. Nos pas résonnaient étrangement, chaque bruit amplifié dans un écho qui ne devrait pas exister dans un espace aussi ouvert. Julien a dirigé sa lampe torche vers l'intérieur. Ce que nous avons vu nous a tous fait hésiter. Les murs intérieurs étaient couverts de gravures, des symboles et des formes abstraites qui semblaient avoir été taillés à même la pierre avec une violence inexplicable. Ils ne ressemblaient à rien que nous connaissions, ni religieux, ni décoratif. Clara, qui avait étudié un peu l'archéologie, a murmuré. Ce ne sont pas des runes, ni des symboles anciens, mais c'est pas récent non plus. Alors que nous avancions, nous sommes arrivés devant une structure centrale, un autel. Il était fait d'une pierre noire qui semblait absorber la lumière de nos torchers plutôt que la refléter. Sur sa surface, des marques profondes formaient un cercle, et au centre, il y avait une cavité, comme si quelque chose y avait été placé ou retiré. Soudain, nous avons entendu un bruit. Pas un cri, pas un murmure, mais un sifflement bas, presque imperceptible, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Clara a reculé, son visage blême. « Vous entendez ça ?» Personne n'a répondu, mais je savais que les autres l'entendaient aussi. Julien a essayé de plaisanter, mais sa voix tremblait. « Juste le vent, hein? Un vieux bâtiment comme ça craque. » Mais il n'y avait pas de vent. En m'approchant de l'autel, j'ai remarqué une inscription sur le sol, tout juste visible à la lueur vacillante de ma lampe. Elle était écrite dans une langue que je ne pouvais pas comprendre, mais elle dégageait une aura de malaise profond. Clara a tenté de prendre une photo, mais son appareil s'est éteint soudainement. Julien, lui, a laissé tomber sa lampe, jurant qu'il avait senti quelque chose effleurer sa main. C'est alors que nous avons compris, ce sanctuaire n'était pas un lieu de culte ordinaire. Ce n'était pas dédié à un Dieu bienveillant, ni même à un Dieu tout court. C'était un lieu de retenue, un piège destiné à contenir quelque chose qui semblait encore présent. Et à ce moment précis, le sifflement s'est transformé en un rire bas, guttural, qui semblait résonner au plus profond de nos âmes. Nous avons tous figé sur place lorsque le rire a commencé. Ce n'était pas humain. C'était un son grave, guttural, qui semblait résonner dans nos os plutôt que dans nos oreilles. Clara a lâché sa lampe torche, et dans l'obscurité croissante, nous avons entendu quelque chose bouger. Pas un pas régulier, mais un déplacement fluide, glissant, presque comme si quelque chose rampait sur le sol. « On sort d'ici, maintenant !» a crié Julien, sa voix brisée par la panique. Nous nous sommes retournés vers le portail, mais il n'était plus là. À la place, il y avait un mur de brouillard noir, épais comme de l'encre, qui semblait vibrer légèrement. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Clara a tenté de s'en approcher, mais elle s'est arrêtée net, reculant avec un hurlement. Ça bouge. Dans l'obscurité, nos torches faiblissantes révélaient des ombres qui ne venaient pas de nous. Elles étaient partout, se déplaçant sur les murs et le sol, nous encerclant. Une odeur nauséabonde emplissait l'air, un mélange de chair pourrie et de métal brûlé. Chaque respiration devenait une lutte, comme si l'atmosphère elle-même s'épaississait. Julien a attrapé mon bras et m'a tiré en arrière. « Reste groupé. Pas de questions, on avance. » Mais c'était trop tard. L'un des nôtres, Eric, avait déjà disparu. Une minute, il était derrière moi, et la suivante, il n'y avait que son sac à dos au sol, trempé d'un liquide sombre et poisseux. Clara s'est mise à crier son nom, mais un grondement sourd lui a coupé la voix. Les ombres se rapprochaient. Elles semblaient vivantes, se tordant et changeant de forme à chaque seconde. Une d'elles s'est étirée, devant mes yeux, a pris la forme vaguement humanoïde d'une silhouette grande et décharnée, avec des bras trop longs et des doigts griffus. Elle ne bougeait pas,
mais je sentais son regard peser sur nous, bien que je ne puisse pas voir Dieu. Nous avons couru. Ou du moins, nous avons essayé. Le sanctuaire semblait s'étendre à l'infini, ses murs tournant et changeant, comme si l'espace lui-même était tordu. À chaque coin, il y avait un reflet, une silhouette, ou un rire qui nous poursuivait. J'entendais Clara haleter derrière moi, puis sa respiration s'est arrêtée. Quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Seuls Julien et moi avons atteint ce que nous pensions être la sortie. Mais le portail, bien que visible à travers le brouillard, semblait si loin. Et derrière nous, le rire avait repris, cette fois accompagné de murmures. Il disait nos noms. Nous courions comme des fous, Julien et moi, mais le portail semblait s'éloigner à mesure que nous avancions. Chaque pas était une lutte, comme si le sol lui-même essayait de nous retenir, mou et collant sous nos pieds. Derrière nous, les murmures devenaient plus distincts, une cacophonie de voix qui répétaient nos noms, entrecoupés de mots incompréhensibles, mais terriblement menaçants. Julien s'est arrêté brusquement, me tirant par le bras. On ne peut pas continuer comme ça. Ça joue avec nous. Il avait raison. Tout ici semblait vivant, conscient, et pire encore, déterminé à nous briser. Mais avant que je ne puisse répondre, le sol sous ses pieds s'est effondré. Il a crié en tombant, disparaissant dans une obscurité béante. Je me suis précipité vers le bord, appelant son nom, mais il n'y avait que le vide. Je n'étais plus qu'un survivant, seul face à l'horreur. Le rire reprenait, plus proche maintenant, et les ombres se tordaient autour de moi, comme si elles se nourrissaient de ma panique. Une douleur lancinante a traversé ma poitrine. Je savais que si je restais ici plus longtemps, je finirais comme les autres. J'ai rassemblé le peu de courage qui me restait et j'ai couru vers le portail, cette fois sans regarder en arrière. À chaque pas, je sentais quelque chose effleurer ma peau, des griffes ou des mains invisibles qui tentaient de m'arrêter. Mais j'ai continué, ignorant les murmures, les rires, et même les silhouettes qui semblaient surgir du sol. Quand j'ai enfin atteint le portail, j'ai heurté une barrière invisible. Elle était froide, presque glaciale, et j'ai cru que j'étais piégé pour toujours. Puis, une voix, pas un murmure, mais une voix claire et impérieuse a résonné dans ma tête. Elle disait une phrase, encore et encore, dans une langue que je ne comprenais pas, mais je savais que c'était un ordre. J'ai crié, frappé le portail de toutes mes forces, jusqu'à ce qu'un éclat de lumière surgisse soudainement. Je ne sais pas comment, mais j'ai traversé. Je me suis retrouvé à l'extérieur, allongé sur le sol froid, le portail rouillé derrière moi. Le village était silencieux. Pas un bruit, pas une lumière. Mais je savais que ce n'était pas fini. En me relevant, j'ai vu, gravé sur mon bras, un symbole que je ne reconnaissais pas, une marque noire qui semblait vibrer légèrement. Je suis parti ce soir-là, sans jamais me retourner. Mais depuis, je ne dors plus. Chaque nuit, j'entends ce rire dans mes rêves, et parfois, dans l'obscurité, je sens encore ces ombres me surveiller. Je crois que je ne suis jamais vraiment sorti du sanctuaire. Le village de Saint-Marc semblait figé dans le temps, perdu au milieu de nulle part. Les maisons en pierre, noircies par des années d'intempéries, se dressaient telles des témoins silencieux d'une époque révolue. Dès mon arrivée, j'ai senti une tension palpable, presque viscérale. Les regards des habitants étaient furtifs, leurs visages marqués par une méfiance inexplicable. Personne ne semblait vouloir me parler, encore moins répondre à mes questions sur la fameuse maison. Je l'avais vue pour la première fois en photographie. Une bâtisse imposante, à l'abandon, avec ses volets délabrés et son toit à moitié effondré. Mais en la voyant de mes propres yeux, un frisson m'a parcouru. Elle se tenait là, au bout d'un chemin envahi par les herbes, comme un monstre endormi. Les murs semblaient respirer la tragédie. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de moisie et quelque chose d'autre. Une odeur métallique, discrète mais persistante. Avant même de poser un pied sur le perron, j'ai ressenti un poids sur ma poitrine, comme si l'air autour de moi s'était épaissi. Pourtant, je devais entrer. Cette maison était au cœur de mon projet, le fil conducteur de mon prochain livre. Depuis des années, j'écrivais sur des lieux hantés, des drames oubliés, mais rien n'avait jamais capté mon attention comme cette histoire. Une famille entière massacrée dans des circonstances jamais élucidées. La porte grinçait terriblement quand je l'ai poussée, mais ce son ne m'a pas arrêté. À l'intérieur, tout semblait figé dans un état de délabrement avancé. Les meubles, recouverts de drap jauni, formaient des silhouettes fantomatiques. Le sol craquait sous mes pas, chaque bruit résonnant comme une alarme dans le silence oppressant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que les habitants m'avaient dit, à demi-mot. On peut encore sentir le sang. Dès ma première nuit dans la maison, j'ai compris que quelque chose n'allait pas.
Le silence y était différent, lourd, presque palpable. Allongé sur le vieux canapé du salon, je peinais à trouver le sommeil. Il y avait cette odeur persistante, ce relent métallique, qui semblait s'intensifier à mesure que la nuit avançait. Vers minuit, un bruit sec a résonné. Un craquement, comme si une des vieilles portes venait de bouger. Je me suis redressé, tendant l'oreille. Rien. Juste le murmure du vent qui s'insinuait par les fenêtres cassées. Pourtant, je ne pouvais me défaire de l'impression que je n'étais pas seul. Les jours suivants, les événements se sont multipliés. Des portes qui claquaient alors que je savais les avoir laissées ouvertes. Des ombres furtives que je croyais apercevoir du coin de l'œil, mais qui disparaissaient dès que je me retournais. Une nuit, en descendant dans la cuisine pour boire un verre d'eau, j'ai trouvé une chaise déplacée au milieu de la pièce. Je l'avais pourtant laissée contre la table. Mais le plus troublant, c'étaient les sifflements. Ils étaient faibles, presque imperceptibles, mais ils étaient là. Un souffle ténu, comme une voix chuchotant juste hors de portée. Parfois, ils semblaient provenir des murs. D'autres fois, ils résonnaient depuis le couloir à l'étage. Une fois, en montant pour vérifier, j'ai senti un courant d'air glacial sur ma nuque, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Mon instinct me criait de partir, mais je refusais de céder à la peur. Cette maison avait une histoire à raconter, et je comptais bien la découvrir. Pourtant, chaque nuit passée ici me donnait l'impression de m'enfoncer davantage dans un abîme. Plus je tentais d'ignorer ces incidents, plus ils devenaient insistants. Ce n'était que le début, mais je pouvais déjà sentir que cette maison avait quelque chose de vivant et qu'elle m'observait. Quelques jours après mon arrivée, en explorant le sous-sol de la maison, je suis tombé sur quelque chose qui allait changer ma perception de tout ce qui m'entourait. Le sous-sol était sombre, poussiéreux, envahi par des toiles d'araignées épaisses qui semblaient n'avoir jamais été dérangées. Une odeur de renfermé se mêlait à celle, omniprésente, du métal et du sang. Alors que je fouillais parmi les débris et les vieux meubles abandonnés, mon pied a heurté une planche légèrement surélevée. Intrigué, j'ai éclairé le sol avec ma lampe de poche et découvert une trappe presque invisible, dissimulée sous une épaisse couche de poussière. Je l'ai ouverte avec difficulté, mes mains tremblantes d'une étrange excitation mêlée de crainte. À l'intérieur se trouvait un vieux coffre en bois, fermé par un cadenas rouillé. Après plusieurs minutes d'effort, j'ai réussi à briser le cadenas à l'aide d'un pied de biche trouvé dans un coin. Ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a glacé le sang. Un journal, jauni par le temps, accompagné de quelques photographies en noir et blanc de la famille qui vivait autrefois ici. Le journal appartenait au père, un homme nommé Émile Duval. Ses premières pages étaient banales, des récits de vie quotidienne, des souvenirs heureux avec sa femme et ses 2 enfants. Mais au fil des jours, le ton changeait. Il écrivait des choses troublantes, presque incohérentes. Elle est là. Je la vois dans les ombres. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais elle s'approche chaque nuit. Je ne peux plus dormir. Les enfants disent qu'ils l'entendent aussi. Une femme qui chante doucement, comme une berceuse. Mais il n'y a personne dehors. Je sens que quelque chose prend possession de cette maison, ou peut-être de nous. Même Marie, sa femme, n'est plus la même. Elle parle seule et me regarde comme si elle ne me reconnaissait plus. La dernière entrée du journal était à peine lisible, griffonnée à la hâte. Ne faites pas la même erreur que nous. Quittez cette maison. Elle ne vous laissera pas partir. En lisant ces lignes, un frisson glacé a parcouru mon échine. Tout ce que j'avais ressenti depuis mon arrivée semblait prendre sens. Mais ce n'était qu'un début. Ce journal était un avertissement, mais il était déjà trop tard pour moi. La maison avait commencé à s'imposer à moi, et je pouvais sentir, dans chaque recoin, qu'elle me surveillait. La nuit qui a suivi ma découverte du journal, quelque chose de différent s'est produit. Ce n'était plus de simples bruits ou des ombres fuyantes, mais une présence tangible, palpable, qui semblait envahir chaque recoin de la maison. Le vent soufflait violemment à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'air était étrangement lourd, comme si une pression invisible m'écrasait le thorax. Je m'étais endormi dans le salon, épuisé par les événements des jours précédents, mais ce sommeil ne fut qu'un préambule à ce qui allait suivre. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut. Un cri, déchirant, perça l'air, me faisant bondir hors de mon lit. Ce n'était pas humain, pas tout à fait. Une sorte de chant, une mélodie triste et désespérée qui semblait venir des profondeurs de la maison. J'ai bondi sur mes pieds, mon cœur battant la chamade, et j'ai couru vers le couloir, la lampe de poche tremblant dans ma main. La lumière vacillait, projetant des ombres déformées sur les murs, comme si elles dansaient, vivantes. En arrivant devant la porte de la chambre, j'ai entendu des bruits de pas. Lents, pesants, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait avec une lenteur maladive, comme si la personne qui marchait était à la fois là et ailleurs,
déconnecté de la réalité. Je n'ai pas osé entrer dans la chambre. J'ai observé, le cœur battant, comme une silhouette vague traversait lentement la porte, les pieds à peine touchant le sol. C'était une silhouette féminine, grande, pâle, presque translucide. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, comme des braises incandescentes. Elle s'est approchée de moi, sans bruit, sa bouche s'étirant en un sourire sinistre, comme si elle me reconnaissait. Elle m'a regardé droit dans les yeux, mais je n'ai rien vu de vivant dans son regard. C'était un vide glacé, une profonde obscurité. La chanson qu'elle chantait, une mélodie enfantine, se répétait sans fin, emplissant la pièce d'une étrangeté insupportable. Tout à coup, elle s'est figée, me fixant intensément, puis elle a chuchoté d'une voix brisée, comme si le son venait de très loin. « Tu n'auras pas de fin heureuse, écrivain. » Avant que je puisse réagir, la lumière de ma lampe s'est éteinte. Tout est devenu noir. Un froid glacial m'a envahi, et j'ai entendu des murmures, des voix étouffées, qui semblaient sortir des murs. Je voulais fuir, mais mes jambes étaient paralysées, mes pensées devenues floues et confuses. La silhouette disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, mais je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. La maison n'en avait pas fini avec moi. Elle m'avait marqué, et chaque bruit, chaque souffle, chaque ombre ne faisait qu'approfondir le piège dans lequel je m'étais moi-même enfermé. Le lendemain matin, je n'avais pas dormi. J'étais épuisé, mais mon esprit était trop agité pour me permettre de trouver le moindre réconfort dans le sommeil. Les événements de la nuit m'avaient laissé dans un état de terreur profonde. Chaque bruit, chaque mouvement, me semblait suspect. La maison avait changé, ou plutôt, c'était moi qui avais changé. Une partie de moi avait été marquée, et je savais que la maison ne me laisserait pas partir aussi facilement. Je me suis forcé à sortir, à respirer l'air frais de l'extérieur, espérant que cela me permettrait de retrouver un semblant de clarté. Mais le village, lui aussi, semblait me surveiller. Les habitants, qui m'avaient ignoré jusque-là, m'observaient avec une attention étrange. Ils évitaient de croiser mon regard, mais leur visage trahissait une inquiétude palpable. Ils savaient. Ils avaient toujours su. Je suis retourné à la maison dans l'après-midi, pris d'une détermination mêlée de peur. Je savais que quelque chose de terrible allait arriver, mais je n'étais pas prêt à quitter sans avoir percé le mystère. J'ai fouillé la maison encore et encore, scrutant chaque recoin, mais c'était comme si elle m'échappait. Les murs semblaient se refermer sur moi, et à chaque instant, je m'attendais à entendre cette mélodie douce et macabre, cette voix chuchotante qui m'ordonnait de partir. Lorsque la nuit est tombée, l'atmosphère dans la maison est devenue encore plus oppressante. Cette fois, je n'ai pas voulu attendre passivement que quelque chose se produise. Je me suis installé dans le salon, armé de mon ordinateur portable et de mon carnet, prêt à consigner tout ce qui allait se passer. Mais alors que je notais mes observations, quelque chose d'impensable s'est produit. Une porte s'est ouverte dans le fond du couloir, une porte qui avait toujours été fermée. Elle s'est ouverte lentement, avec un grincement aigu qui fit trembler tout le bâtiment. Je me suis levé immédiatement, le cœur battant, et j'ai traversé le hall. En m'approchant, j'ai vu, dans l'obscurité, une forme humaine, floue, vacillante. Elle ne bougeait pas, mais je pouvais sentir sa présence, dense et oppressante. C'était la silhouette de la femme, celle que j'avais vue la nuit précédente, mais cette fois, elle était différente. Son sourire était plus large, plus cruel. Elle n'a pas parlé cette fois. Elle a simplement tendu la main, ses doigts s'étendant lentement vers moi, comme une invitation silencieuse. C'était à la fois une offre et une menace. J'ai su, dans ce moment suspendu, que j'avais atteint un point de non-retour. La maison ne voulait pas seulement me faire peur, elle voulait que je fasse partie de son histoire, que je devienne une autre victime dans ce cycle sans fin. Avant que je puisse réagir, la porte s'est refermée avec un bruit sourd. Un instant plus tard, tout était redevenu silencieux. Mais quelque chose avait changé en moi. J'avais senti une main glacée se poser sur mon âme, me marquer à jamais. La maison, dans toute sa terreur, avait fini par me réclamer. Et je savais, avec une certitude accablante, que je ne quitterais jamais ce lieu. Pas vivant. Je vis dans un petit village perdu au milieu des champs. Ici, le temps semble s'être arrêté depuis des décennies. Les vieilles maisons en pierre, les sentiers de terre battue, et les vastes étendues de blé doré forment un tableau presque figé, immuable. Pourtant, quelque chose de nouveau, ou plutôt quelque chose que nous avons ignoré trop longtemps, commence à troubler notre quiétude. Depuis quelques semaines, les habitants murmurent entre eux, à voix basse, comme s'ils avaient peur d'être entendus. On parle des épouvantails. Ils ont toujours été là, plantés au milieu des champs pour éloigner les corbeaux. Leurs silhouettes tordues,
Leurs vêtements usés par le vent et la pluie, leurs visages de sacs de toile décolorés, n'ont jamais inspiré autre chose qu'un vague malaise. Mais récemment, quelque chose a changé. Ce sont les anciens qui ont remarqué en premier. L'épouvantail du champ des Durand était plus près de la route hier, j'en suis sûr, a dit le vieux Bernard au café du village. D'autres ont confirmé, les épouvantails semblent bouger. Pas pendant la journée, bien sûr. Mais le matin, ils ne sont plus à leur place. Parfois, ils sont à quelques mètres de leur emplacement habituel. Parfois, ils paraissent même tourner la tête vers les maisons. Moi, je n'y croyais pas. Pas au début. Les gens aiment se faire peur avec des histoires de fantômes ou de malédictions, surtout dans un endroit aussi reculé que le nôtre. Mais un soir, alors que je revenais tard de la ferme, je l'ai vu de mes propres yeux. L'épouvantail qui se trouvait toujours au milieu du champ voisin était là, à la lisière, près de la clôture. Je me suis arrêté, mon souffle saccadé dans l'air froid. Peut-être que quelqu'un l'avait déplacé pour une raison quelconque, pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture qui me mettait mal à l'aise. Son bras tendu, comme s'il pointait vers ma maison. Ses vêtements déchirés flottaient légèrement, bien qu'il n'y ait aucun vent. Et ses yeux, je suis sûr qu'il n'était que 2 boutons cousus sur le sac. Mais cette nuit-là, il semblait briller faiblement sous la lumière de la lune. Je suis rentré chez moi en évitant de regarder en arrière. Ce n'était qu'un épouvantail, me répétais-je. Rien de plus qu'un assemblage de bois, de paille et de vieux tissus. Pourtant, cette nuit-là, j'ai eu du mal à fermer l'œil. Le lendemain, il était encore plus proche. Cette nuit-là, j'ai décidé que je devais en avoir le cœur net. L'idée que quelque chose d'aussi absurde puisse me terroriser me rendait fou. Ce n'était qu'un épouvantail, après tout. Un assemblage de bois et de paille, rien de plus. Alors, armé d'une lampe torche et d'une vieille hache que je gardais dans la grange, j'ai traversé le champ pour aller à sa rencontre. L'air était glacial, et chaque pas semblait amplifié dans le silence pesant de la nuit. Les herbes hautes bruissaient sous mes bottes, et la lumière de ma lampe projetait des ombres inquiétantes sur le sol. L'épouvantail était là, planté au bord du champ, immobile. Mais il y avait quelque chose dans son allure qui me mettait mal à l'aise, comme si sa silhouette tordue était plus humaine que je ne voulais l'admettre. En m'approchant, j'ai remarqué des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Ses vêtements, bien que usés, semblaient trop épais pour n'être que des chiffons. Une odeur étrange flottait dans l'air, une odeur âcre, comme de la terre humide mélangée à quelque chose de plus organique. Je me suis arrêté à quelques mètres de lui, ma lampe braquée sur son visage. C'était un sac de toile, comme je l'avais toujours vu, mais ce soir-là, il semblait vivant. Les coutures formaient une sorte de grimace grotesque, et j'ai eu l'impression, juste un instant, que la tête bougeait légèrement, suivant la lumière. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me suis forcé à avancer. D'une main tremblante, j'ai levé la hache. Ce n'est rien, me suis-je murmuré. Rien du tout. Mais lorsque la lame a frappé le poteau qui soutenait l'épouvantail, un bruit sourd a résonné, bien différent de ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas le craquement du bois, ni le froissement de la paille. C'était quelque chose d'humide, comme si j'avais frappé de la chair. Pris de panique, j'ai reculé, ma lampe tombant au sol. Dans l'obscurité, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang, un léger craquement, suivi d'un frottement, comme si quelque chose se déplaçait lentement. Quand j'ai relevé ma lampe, l'épouvantail n'était plus tout à fait dans la même position. Son bras, que je jurais avoir vu pendu le long de son corps, était maintenant tendu vers moi. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. Abandonnant ma hache, je me suis mis à courir vers ma maison, le souffle court, les jambes tremblantes. Derrière moi, dans l'obscurité, j'ai cru entendre des pas lents, irréguliers, mais bien réels. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose m'avait suivi jusque chez moi. Depuis cette nuit, je n'ai plus été le même. J'avais réussi à regagner ma maison, mais le sentiment de sécurité que j'y avais toujours ressenti s'était évaporé. Chaque bruit, chaque grincement dans le bois des murs me faisait sursauter. Je n'osais plus sortir après le coucher du soleil, et je tirais les rideaux en espérant que ça suffise à me protéger. Mais les épouvantails ne semblaient pas vouloir me laisser en paix. Le matin suivant, alors que je me forçais à sortir pour nourrir les animaux, je l'ai vu. L'épouvantail que j'avais frappé la veille était là, planté à quelques mètres de ma clôture. Il n'avait jamais été aussi proche de ma maison. Ses vêtements déchirés semblaient encore plus sales, et je pouvais voir des taches sombres sur le tissu, comme des éclaboussures de boue ou de sang. Ses bras étaient tendus, comme s'il s'apprêtait à franchir la barrière qui nous séparait. Mais ce n'était pas tout. Les autres villageois commençaient à remarquer des choses étranges aussi. Les animaux disparaissaient, un par un. Des moutons, des poules,
Même le chien d'un voisin s'était volatilisé, sans laisser de traces. Le silence dans les champs devenait oppressant, comme si toute la vie s'était retirée. Un matin, alors que je passais devant la maison de Bernard, l'ancien qui parlait souvent des épouvantails, j'ai vu des marques étranges sur sa porte. Des empreintes de mains, grandes et sales, faites de terre. L'homme a refusé d'ouvrir quand je suis venu frapper. « Ils viennent pour nous » a-t-il murmuré à travers la porte. On aurait dû les laisser tranquilles. Les nuits suivantes ont été encore pires. Je me réveillais en sursaut, convaincu d'avoir entendu des pas autour de ma maison. Une fois, j'ai cru entendre un grattement contre ma fenêtre, mais je n'ai pas eu le courage d'aller vérifier. Et chaque matin, les épouvantails se rapprochaient un peu plus. Un jour, un groupe de villageois, terrifiés et fatigués, s'est réuni pour discuter. Tous avaient remarqué la même chose, les épouvantails bougeaient. Certains les avaient vus directement, se déplacer lentement dans l'obscurité. Une femme a même affirmé avoir trouvé un de ces monstres dans son jardin, figé comme une statue, mais avec une expression différente sur son visage de toile. C'est à ce moment-là qu'Armand a décidé de partager ce qu'il avait découvert. Il nous a parlé de ce qu'il avait vu à l'intérieur de l'épouvantail, de cette sensation horrible de chair sous la lame. Il a insisté pour que nous agissions, que nous détruisions tous les épouvantails, mais la peur paralysait la plupart d'entre nous. Et moi, je savais qu'il avait raison. Mais au fond de moi, une pensée terrible commençait à germer. Et si ces choses n'étaient pas juste des objets animés, mais les témoins de quelque chose de bien pire, quelque chose que nous avions oublié ou voulu ignorer. La nuit suivante, j'ai décidé d'agir. Je savais que je ne pouvais plus rester passif. Si ces choses continuaient à se rapprocher, elles finiraient par entrer. Et si ce que disait Armand était vrai, nous devions savoir ce que ces épouvantails cachaient réellement. Avec une torche et une vieille machette, je me suis aventuré dans le champ, cette fois accompagné d'Armand et de 2 autres villageois courageux. Le vent était glacial, et les champs semblaient plus sombres que d'habitude. Nos lampes tremblaient dans nos mains, projetant des ombres mouvantes qui rendaient l'atmosphère encore plus oppressante. Nous nous sommes approchés du premier épouvantail, celui qui se trouvait le plus près de ma maison. Il se tenait là, immobile, mais il y avait quelque chose de terriblement malsain dans sa posture. Armand s'est avancé, sa lampe fixée sur le visage de toile. « Préparez-vous » a-t-il murmuré, avant de lever sa machette et de frapper violemment le poteau. La tête de l'épouvantail s'est détachée, roulant dans la boue. Mais ce qui est tombé avec elle nous a glacé le sang. Sous la toile, il n'y avait pas de paille, pas de bois. Ce que nous avons vu était de la chair putréfiée, des restes humains en décomposition, comme si le corps avait été cousu dans le tissu. Une odeur insupportable s'est répandue autour de nous, un mélange de mort et de terre humide. L'un des hommes a reculé en vomissant, tandis qu'Armand et moi restions figés, horrifiés par ce que nous venions de découvrir. Mais ce n'était pas tout. Derrière nous, un bruit a brisé le silence, un frottement sourd, comme si quelque chose traînait sur le sol. Nous nous sommes retournés et avons vu les autres épouvantails bouger. Lentement, maladroitement, leurs bras se levaient, leurs têtes semblaient se tourner vers nous. « Courez !» a crié Armand, mais mes jambes refusaient de bouger. Les silhouettes s'approchaient, de plus en plus nombreuses, sortant des champs comme une armée de morts. Chacune d'elles semblait animée d'une volonté propre, une haine silencieuse mais palpable. Nous avons pris la fuite, laissant derrière nous la machette, la torche et tout espoir de compréhension. Ces choses n'étaient pas des simples objets animés. Elles étaient autre chose, quelque chose de bien plus ancien et maléfique. Et elles nous avaient laissé les voir, parce qu'elles le voulaient. Nous sommes rentrés en courant au village, paniqués, haletants, sans un mot. Chaque ombre, chaque bruit derrière nous semblait annoncer leur arrivée. Mais lorsqu'on a atteint la place centrale, tout était calme. Trop calme. Les maisons étaient plongées dans l'obscurité, et le silence pesant ne laissait entendre que nos propres respirations. Armand a pris la parole en premier. « Nous devons avertir tout le monde. Si on ne fait rien, ces choses vont nous tuer, un par un. » Mais en regardant autour de nous, une vérité glaçante nous a frappés. Il n'y avait plus personne. Les rues étaient désertes, comme si le village entier avait été abandonné en quelques heures. Une des maisons avait sa porte entr'ouverte, celle de Bernard, l'ancien qui avait averti tout le monde. Nous avons décidé d'entrer. À l'intérieur, tout était renversé, comme si une lutte avait eu lieu. Sur le sol, des empreintes de terre conduisaient à l'arrière de la maison, et une odeur nauséabonde, familière, flottait dans l'air. Au fond de la pièce, nous avons trouvé Bernard. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Son corps était affalé sur une chaise, des traces de terre et de paille sortant de sa bouche et de ses yeux. Sur la table devant lui, une vieille carte du village était étalée. Des croix marquaient plusieurs champs autour du village, y compris celui près de ma maison.
Ils ne viennent pas d'ici, a murmuré Armand en examinant la carte. Ces champs, ils sont anciens. Bien avant que le village ne soit construit. C'est comme si nous avions empiété sur leur territoire. Une idée terrifiante a alors germé dans mon esprit. Et si ces épouvantails n'étaient pas là pour protéger les champs, mais pour garder quelque chose en dessous, quelque chose que nous avions réveillé en les dérangeant? Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir davantage. Un bruit serait venu de l'extérieur, suivi de plusieurs autres, comme des pas lourds. En regardant par la fenêtre, j'ai vu une vingtaine d'épouvantails immobiles, rassemblés sur la place centrale. Mais cette fois, ils n'étaient plus figés dans des positions grotesques. Ils nous regardaient, leurs têtes inclinées, leurs silhouettes grotesques projetant des ombres cauchemardesques sous la lumière de la lune. Nous devons partir, ai-je murmuré, le souffle coupé. Mais avant même que nous puissions bouger, la porte a lentement commencé à grincer. C'était la dernière chose que je me souviens clairement de cette nuit. Le reste est un mélange flou de cris, de silhouettes qui s'approchaient et de cette odeur putride qui semblait envahir mes poumons. Je me suis réveillé à l'aube, seul, au milieu du champ. Le village entier avait disparu, englouti par les hautes herbes, comme s'il n'avait jamais existé. Les épouvantails étaient de retour à leur place, immobiles, mais leur tête semblait me suivre du regard lorsque je suis parti, le cœur battant et l'esprit brisé. Depuis, je ne suis jamais retourné là-bas. Mais parfois, dans mes cauchemars, je revois ces silhouettes de paille et d'os, immobiles sous la lumière froide de la lune, attendant patiemment que quelqu'un d'autre ose troubler leur repos. Je me souviens encore des histoires que ma grand-mère racontait sur notre village, avant que l'inondation ne le transforme à jamais. Il y a des décennies, une tempête monstrueuse a frappé, faisant déborder la rivière et engloutissant presque tout sur son passage. Les maisons les plus proches de l'eau ont été emportées, les champs dévastés, et au centre de tout cela, la vieille église en pierre a disparu sous les flots. Aujourd'hui, il ne reste qu'un lac sombre et immobile, où les habitants disent que le passé continue de murmurer. Quand j'étais enfant, mes parents me défendaient de m'approcher du lac. C'est dangereux, disaient-ils, mais ce n'était pas le danger physique qui les inquiétait. Les anciens du village parlaient d'une malédiction, d'une énergie pesante qui régnait autour de l'eau. Certains disaient que les morts de l'inondation n'étaient jamais vraiment partis, que leurs âmes erraient sous la surface, attendant que quelqu'un les remarque. Je n'y croyais pas. Comment aurais-je pu? C'étaient des histoires pour faire peur aux enfants, rien de plus. Mais en grandissant, j'ai commencé à voir les choses autrement. Le lac avait quelque chose d'étrange. L'eau était toujours froide, même en plein été. Et il y avait ce silence, un silence profond, presque oppressant, comme si la nature elle-même retenait son souffle autour de cette étendue d'eau. Aucun oiseau ne survolait le lac, aucun poisson ne sautait hors de l'eau. Même les arbres proches semblaient morts, leurs branches tordues comme des griffes tendues vers le ciel. La nuit, c'était encore pire. Les rares fois où je suis passé près du lac après le coucher du soleil, j'ai eu l'impression d'être observé. Pas par des animaux ou par des gens, mais par quelque chose qui émanait des profondeurs. Et puis, il y avait ces histoires de cloches. Des villageois disaient qu'en pleine nuit, quand tout était parfaitement calme, on pouvait entendre les cloches de l'église sonner, comme un appel venant d'en bas. Ce son, racontait-il, faisait frissonner même les plus courageux. Je n'ai jamais entendu ces cloches moi-même, mais je me souviens d'un soir où mon père est rentré avec le visage pâle. Il revenait du marché d'un village voisin et avait dû longer le lac à la nuit tombée. Il ne voulait pas nous dire ce qu'il avait vu ou entendu, mais je l'ai entendu murmurer à ma mère. Plus tard, ce n'était pas le vent. Ce soir-là, il a fermé toutes les fenêtres et verrouillé la porte avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Ce lac, cette église submergée, c'était plus qu'un souvenir du passé. C'était une cicatrice, une plaie ouverte que le village portait encore, même après toutes ces années. Je ne comprenais pas encore à quel point cela me marquerait. Les premiers événements étranges ont commencé un soir d'été, alors que l'air était lourd et immobile. Je me souviens être resté assis près de la fenêtre, profitant du silence habituel du village, quand un bruit lointain a attiré mon attention. C'était faible, mais distinct, le son d'une cloche. Pas un tintement irrégulier, comme si un vent fort agitait une cloche rouillée, mais une mélodie rythmée, presque cérémonieuse. Je me suis figé. L'église, celle dont on entendait parler dans les légendes, était sous l'eau depuis des décennies. Alors comment ce son pouvait-il remonter à la surface? J'ai ouvert la fenêtre, pensant que mon esprit me jouait des tours, mais le bruit était bien réel, résonnant à travers le village désert. Le lendemain matin, j'ai raconté ce que j'avais entendu à mon voisin, un vieil homme nommé Marcel, qui vivait là depuis toujours. Il a simplement hoché la tête, l'air grave. Tu les as entendus? Toi aussi. Beaucoup les entendent,
mais personne ne veut en parler. Ce n'est jamais bon signe. Peu après, d'autres villageois ont commencé à rapporter des choses étranges. Une femme, en revenant du marché, avait vu des ombres sur la surface du lac, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Un autre homme jurait avoir vu une silhouette se dresser sur la rive au coucher du soleil, mais elle avait disparu dès qu'il avait essayé de s'approcher. Les animaux, eux aussi, semblaient perturbés. Les chiens refusaient de s'approcher du lac, grognant ou gémissant dès qu'on les menait trop près. Les quelques pêcheurs qui osaient encore s'aventurer sur l'eau revenaient souvent bredouilles, parlant d'un sentiment oppressant, comme si quelque chose sous la surface les observait. Une nuit, alors que je marchais près de chez moi, j'ai cru voir une lumière vaciller à travers les arbres, près de l'eau. Je me suis arrêté, cherchant à comprendre ce que c'était. Mais il n'y avait rien, juste cette sensation, ce frisson glacé qui vous parcourt l'échine quand vous savez que vous n'êtes pas seul. Les murmures ont commencé à se répandre dans le village. Certains disaient que les âmes des victimes de l'inondation cherchaient à communiquer. D'autres affirmaient que l'église avait été construite sur un lieu maudit bien avant le village, et que la montée des eaux n'avait fait qu'éveiller quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Je n'étais pas superstitieux, mais une chose était claire, ce lac n'était pas simplement un vestige d'une tragédie passée. Il semblait, vivant, d'une manière dérangeante, et tout ce qui s'y trouvait semblait vouloir attirer notre attention. Le jour où le pêcheur Jacques a disparu restera gravé dans la mémoire de tout le village. Jacques était l'un des rares encore à s'aventurer sur le lac. Il n'avait jamais cru aux histoires de cloches ou d'ombres. Pour lui, ce n'était que des contes pour effrayer les enfants. De l'eau, c'est de l'eau, disait-il souvent, avec ce sourire en coin qui ne quittait jamais son visage. Ce soir-là, il avait décidé de sortir pêcher, malgré l'insistance de sa femme, Hélène, pour qu'il reste à la maison. Les poissons ne mordent pas sous la lune, Jacques, avait-elle tenté, mais il avait ri et avait embarqué sa vieille lanterne et ses filets avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain matin, son bateau a été retrouvé à la dérive près de la rive sud du lac. Vide. La lanterne pendait encore à l'avant, mais le verre était brisé, comme si quelque chose l'avait frappé avec force. Les filets étaient en désordre, déchirés à certains endroits, et sur le bord du bateau, il y avait des marques étranges, comme des griffures profondes, mais trop grandes pour être celles d'un animal. Le village entier s'est mobilisé pour chercher Jacques. On a fouillé les rives, plongé dans les eaux troubles du lac, mais il n'y avait aucune trace de lui. Pas un morceau de vêtement, pas un indice. Rien. C'était comme s'il s'était évaporé. Hélène était inconsolable. Chaque soir, elle venait s'asseoir sur la rive, appelant son nom dans l'espoir qu'il réponde. Mais tout ce qu'elle recevait en retour, c'était le silence lourd du lac. Enfin, presque, une nuit, alors que je l'accompagnais pour lui tenir compagnie, nous avons entendu ce bruit. Un léger clapotis, suivi d'un murmure. Hélène s'est redressée, les yeux écarquillés. « Tu as entendu ?» Je ne voulais pas lui répondre. Parce que oui, j'avais entendu. Et c'était une voix basse et grave, venant du milieu du lac. Elle répétait son nom, encore et encore. « Hélène, Hélène !» Elle a voulu s'approcher, mais je l'ai retenue. Quelque chose dans ce son n'était pas naturel. Ce n'était pas Jacques, ça, j'en étais sûr. C'était autre chose, quelque chose qui imitait sa voix, mais qui portait une froideur qui me glaçait jusqu'aux os. C'est cette nuit-là que nous avons compris que Jacques ne reviendrait pas. Pas comme avant. Et que, peut-être, il n'était jamais vraiment parti, mais qu'il était piégé là, sous la surface, avec ce que le lac abritait vraiment. Les jours suivant la disparition de Jacques furent remplis de rumeurs et de murmures. Hélène, désespérée, se refusait à croire que son mari était perdu à jamais. Elle disait que quelque chose dans le lac l'appelait, que Jacques avait été pris par l'eau, mais qu'il essayait de lui parler, de lui envoyer des signes. Et les signes sont arrivés, dans une forme que personne ne pouvait expliquer. 3 jours après la disparition de Jacques, Hélène a commencé à recevoir des lettres, écrites à la main, dans la calligraphie reconnaissable de son mari. Au début, elle pensait que c'était une erreur, que peut-être quelqu'un s'était amusé à imiter la façon de Jacques d'écrire. Mais quand elle a ouvert la première lettre, son cœur s'est arrêté. « Je suis ici, sous l'eau. Viens me chercher. » Le papier était humide, comme si la lettre avait été trempée dans de l'eau. Elle a tremblé en la lisant, mais ce qui l'a véritablement terrifiée, c'était l'encre. Il n'y avait aucune tache, mais les lettres semblaient s'être formées avec une sorte de brume noire, comme si elles avaient été écrites à partir de l'eau elle-même. Quelques heures plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois directement sous la porte de leur maison. Hélène ne l'a pas ouverte tout de suite. Elle était paralysée par la peur. Mais la curiosité l'a emportée, et en lisant, elle a de nouveau vu la même calligraphie, cette fois-ci avec un message plus clair. « Tu ne peux pas me sauver,
Je suis déjà là, au fond. Viens, je t'attends. » Chaque mot semblait résonner avec une intensité maléfique, comme si ce n'était pas Jacques qui écrivait, mais quelque chose d'autre, d'indéfinissable, qui avait pris sa place. C'était comme si l'eau elle-même s'exprimait, comme si la surface du lac devenait un médium pour quelque chose qui ne voulait pas être dérangé. Hélène a commencé à se comporter étrangement. Elle passait des heures à se tenir près du lac, appelant Jacques à voix haute, suppliante, croyant qu'il pouvait revenir. Mais la réalité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les lettres arrivaient, encore et encore, chaque fois plus pressantes. Chaque fois, la calligraphie devenait un peu plus déformée, comme si l'encre elle-même était en train de se liquéfier. Un soir, alors que j'étais avec elle près de l'eau, j'ai entendu des voix chuchoter à travers le vent. C'était comme si l'air lui-même portait des mots, des phrases que je ne pouvais pas comprendre. Mais Hélène semblait entendre quelque chose de précis. Elle s'est penchée en avant, ses yeux fixés sur l'eau sombre, et a dit, d'une voix faible, « Jacques, Jacques, je viens. » Je voulais l'empêcher de se jeter dans le lac, de courir vers ce qu'elle croyait être son mari, mais une force invisible semblait la retenir, l'attirer. C'était comme si le lac l'appelait, la consommait peu à chaque lettre reçue, à chaque message étrange qui semblait sortir des profondeurs. Je n'ai jamais vu Hélène après cette nuit-là. Elle a disparu. Et bien que les autorités aient cherché, fouillé et interrogé tout le monde, ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Rien. Juste un silence lourd et oppressant qui ne nous a jamais quittés. Mais parfois, quand je suis près du lac, je crois encore entendre son nom murmuré par les vagues, dans une écriture que seule l'eau semble connaître. Depuis la disparition de Hélène, le village a sombré dans une sorte de torpeur. Le lac, qui autrefois était un simple miroir tranquille des montagnes environnantes, était devenu un lieu de peur et de mystère. Les rumeurs sur ce qui s'y cachait, sur ce qui attirait les âmes perdues, se sont amplifiées. On disait que les eaux du lac avaient été maudites bien avant l'inondation, que l'église sous l'eau avait été construite sur un cimetière ancien. Mais personne ne savait vraiment ce qui se passait là-bas, dans ces profondeurs insondables. Je ne pouvais plus ignorer la vérité, il y avait quelque chose d'absolument maléfique qui résidait sous la surface. Après tout ce qui était arrivé, après les voix et les messages de Jacques et Hélène, une partie de moi savait que le lac ne me permettrait jamais de partir sans que je découvre ce qu'il cachait. Un soir, je suis retourné sur les rives, seul cette fois. Les eaux étaient étrangement calmes, presque trop calmes. Je pouvais entendre le léger clapotis des vagues, mais au loin, comme une illusion, j'ai cru voir des formes se mouvoir sous l'eau. Pas des ombres classiques, mais des silhouettes qui semblaient se faufiler entre les rochers et les racines immergées. Elles semblaient m'observer. J'ai pris mon courage à deux mains et suis monté dans un petit bateau. Loin de moi l'idée de défier le lac, mais il y avait cette nécessité pressante de comprendre. Une fois au milieu du lac, j'ai plongé mon regard dans l'eau noire. Rien. Pas un poisson, pas un reflet. Seulement l'immensité de ce vide aquatique. Mais à cet instant, j'ai senti une main sur mon épaule. Une pression froide et humide, comme un contact direct avec une peau glacée. Je me suis retourné, terrifié, mais il n'y avait rien. Rien à part cette sensation oppressante qui m'envahissait, comme si des milliers de yeux invisibles scrutaient chaque mouvement que je faisais. Et soudain, j'ai entendu la cloche. Ce n'était plus le simple écho lointain que j'avais perçu auparavant. Non, cette fois, elle sonnait directement sous l'eau, comme si elle émergeait des abysses elle-même. Le son était plus fort, plus proche. Un son sinistre qui vibrait jusque dans mes os. Les messages de Jacques et Hélène n'étaient pas une simple coïncidence. Ils étaient le dernier avertissement, la dernière tentative d'un être inconnu pour attirer les vivants vers le fond. Une volonté de maintenir les âmes prisonnières dans ces eaux sombres et stagnantes, de les transformer en ombres sans nom. La cloche sonna une dernière fois, plus forte que jamais. Et c'est là que je vis quelque chose qui n'aurait pas dû exister, une silhouette émergeant lentement de l'eau, se formant lentement à partir des brumes qui s'élevaient. Un visage sans trait, juste une silhouette noire, s'approchant du bateau, flottant sur les vagues sans un bruit. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il voulait. Dans un réflexe pur de survie, j'ai pris les rames et j'ai frappé l'eau avec force, me propulsant hors de ce lieu maudit. À peine revenu sur la rive, j'ai juré de ne jamais retourner près de ce lac. Mais chaque nuit, en me couchant, j'entends encore la cloche. Et parfois, je jure entendre des voix, venant de l'autre côté, m'appelant par mon nom. Je ne sais pas si c'est le lac, ou si c'est le village entier, qui est maudit. Mais je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas la fin. Le lac continue de réclamer des âmes. Et la mienne pourrait bien être la prochaine.